chaque dispute mène à la guerre. Nous pensons donc que la meilleure chose est de remettre ce pays entre vos mains. Monsieur, aidez-nous. Premièrement, les terres cultivées et les emplacements de nos villes resteront à leurs propriétaires. Et nos coutumes devront être respectées. Oui. Ce papier ne doit pas retirer à mon peuple ce qu'il possède déjà. Les conditions seront inscrites. Cet accord établira officiellement la protection de l'Allemagne sur votre protection ne doit pas devenir une dépossession. Nos terres, nos villages et nos droits doivent rester les nôtres. Je vous apporte un traité d'amitié avec l'Allemagne. Vous l'appelez amitié. Alors cette amitié devra respecter notre terre et notre autorité. Bonsoir à tous et bienvenue sur Our History 237, la chaîne consacrée à l'histoire du Cameroun et de l'Afrique. Comme vous le savez bien, ici, aucune place pour la politique partisane, le tribalisme ou la haine. Nous en tenons aux faits, aux archives et aux sources, et lorsqu'elles divergent, nous les signalons clairement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur les traités qui ont progressivement façonné le Cameroun colonial. On retient surtout celui du 12 juin 1884, signé à Douala. Pourtant, il ne fut qu'un accord parmi tant d'autres. Allemands, Britanniques et Français ont conclu de nombreux accords avec des chefs et des souverains sur la côte comme à l'intérieur du territoire. Beaucoup ont résisté, d'autres ont négocié ou encore d'autres ont signé par la contrainte. Dans cette vidéo, nous verrons ces accords-là, comment est-ce qu'ils se sont déroulés. Pour nous encourager, ceux qui sont fans de notre travail, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de mettre en commentaire la vidéo que vous voulez pour la prochaine fois et de partager cette histoire afin que ceux-là qui se sont battus pour que nous puissions avoir un Cameroun libre ne soient jamais oubliés. Pour comprendre ces papiers, il faut d'abord comprendre qui les a signés. Au milieu du 19e siècle, l'estuaire du Wouri est l'un des comptoirs les plus actifs de la côte d'Afrique centrale. Et il n'appartient à personne d'autre qu'à ses rois. Le roi Ndoumbe Lobé, que les Européens appellent King Bell. Le roi Dikam Pondo, qu'ils appellent King Akwa. Des rois commerçants, à la tête de véritables maisons de négoce. Leur règle est simple, et elle est respectée depuis des générations. Aucun Européen ne remonte le fleuve. L'huile de palme descend de l'intérieur, les marchandises européennes montent des navires, et tout passe par les Douala. C'est le monopole des intermédiaires. Et chaque navire qui veut commercer paie d'abord une taxe au roi. Cette taxe porte un nom, le komet. Retenez ce mot, il va revenir. Ces rois ne découvrent pas l'Europe en 1884. Cela fait 40 ans qu'ils signent des papiers avec elle. Le 17 février 1844, à Bimbia, le roi William Ier signe avec le lieutenant britannique Edward Charles Earl. Le traité interdit la traite des esclaves. En échange, des marchandises d'une valeur de 1200 $. En 1850, un autre traité règle le commerce et le komet. En 1858, le missionnaire baptiste Alfred Sacker achète au roi William une bande de terre au pied du mont Cameroun et y fonde une ville qu'il nomme Victoria. C'est aujourd'hui Limbe. Autrement dit, sur cette côte, le papier est une vieille affaire. On négocie, on signe, on connaît le prix des choses. Et c'est là que l'histoire devient étonnante. Car ces rois vont demander eux-mêmes la colonisation. Du moins, ce qu'ils croient être une protection. Le 7 août 1879, la lettre est conservée dans les archives britanniques. King Akwa et plusieurs princes écrivent à Londres. Je cite : « Nous souhaitons avoir vos lois dans nos villes. Nous voulons que chaque usage soit réformé et nous suivrons la parole de votre consul. » Fin de citation. Pas de réponse. En novembre 1881, King Bell et King Akwa écrivent ensemble au Premier ministre britannique William Gladstone. Écoutez bien ces mots. Je cite : « Chaque dispute mène à la guerre et souvent à de grandes pertes en vies humaines. Nous pensons donc que la meilleure chose est de remettre ce pays entre vos mains, à vous les Anglais. Monsieur, par pitié, aidez-nous dans cette entreprise. » Fin de citation. Des rois qui supplient l'Empire britannique de venir. Et Londres, qui calcule le coût d'une colonie de plus,
ne répond toujours pas. Retenez cette attente. Toute la suite en découle. Nous souhaitons avoir vos lois dans nos villes. Nous voulons que chaque usage soit réformé et nous suivrons la parole de votre consul. Pendant que Londres hésite, d'autres avancent. À Douala, la maison de commerce la plus puissante est allemande, la firme C. Wormann de Hambourg, installée sur le fleuve depuis les années 1860. Le 30 janvier 1883, King Aqua signe déjà un accord commercial avec elle. La même année, la France entre dans le jeu. Le 19 avril 1883, un traité est signé du côté de Malimba, à l'embouchure de la Sanaga. C'est l'historien Malimba Magnagné Dibundu qui le rapporte. Le signataire, le roi Pasol Mukoka Magnagné. Puis Paris ne donne plus signe de vie. Le roi Pasol attend. Il attendra 16 mois. À Hambourg, l'armateur Adolf Wormann, lui, n'attend pas. Il pousse le chancelier Bismarck à agir et il prépare le terrain. Le 6 mai 1884, il envoie à ses agents une instruction interne, citée par les historiens. Il faut, je cite, s'assurer des terres très étendues comme propriété privée, surtout pour des plantations. Fin de citation. Gardez cette phrase en tête. 2 mois avant tout traité, l'objectif est déjà écrit noir sur blanc. La terre. Bismarck envoie alors un homme, Gustave Nachtigal, médecin, explorateur célèbre, nommé commissaire impérial pour la côte ouest de l'Afrique. Il quitte l'Europe au printemps 1884 à bord de la canonnière Meveux. Officiellement, une mission scientifique. Le 5 juillet, il fait signer un premier traité au Togo, puis le navire met le cap sur le Vouri. À Douala, les agents des firmes ont déjà tout préparé. Juste avant la grande signature, il se passe quelque chose que peu de Camerounais connaissent. Avant de signer quoi que ce soit, les rois et les chefs Douala se réunissent en assemblée, sans un seul Allemand dans la salle, et ils rédigent leurs conditions. Ce document, l'histoire l'a retenu sous son nom allemand, les Wünsche, les souhaits des gens du Cameroun. Ce qu'ils exigent est précis. Le monopole du commerce reste au Douala. Les Blancs ne remonteront pas le fleuve. Les terres cultivées et les emplacements des villes sont déclarés inaliénables. Les coutumes seront respectées. Pas de douane allemande, pas de châtiment arbitraire, pas d'emprisonnement sans faute. Seul le consul allemand sur place, Emil Schulze, signe ce document. Aucun roi n'y appose son nom. C'est l'Allemagne qu'on veut engager, pas les Douala. La veille, le 11 juillet, à Deido, c'est la tradition de Deido qui le rapporte, le chef Jim Ekwala signe son propre traité. Car il n'y a pas un seul papier. Déjà, il y en a plusieurs. Le 12 juillet 1884, dans la factorerie allemande de la plage de King Aqua, le grand traité est signé. Côté Douala, King Bell, King Aqua et une dizaine de chefs et de notables, David Mittom, John Angwa, Jim Joss et d'autres. Côté allemand, et écoutez bien, parce que c'est le cœur de toute l'affaire, personne ne signe au nom de l'Allemagne. Les 2 signataires sont Eduard Schmidt, agent de la firme C. Wormann, et Johannes Voss, agent de la firme Janssen et Thormeylen, 2 employés de commerce. Et que dit le texte ? Je cite, dans la traduction du texte conservé en anglais, « Nous abandonnons totalement aujourd'hui nos droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration de notre pays. Totalement. » Et le texte précise bien à qui ? À M. Eduard Schmidt et à M. Johannes Voss. 2 agents commerciaux agissant pour leur maison de Hambourg. Fin de citation. La souveraineté d'un pays, cédée nommément à 2 commerçants. En échange, le traité reprend une partie des garanties. Les traités antérieurs restent valides. Les terres cultivées et les villes restent la propriété de leurs possesseurs.
le commet continue d'être payé chaque année au roi. Et les coutumes seront respectées, je cite, pendant la première période de l'établissement d'une administration. Fin de citation. Pendant la première période. 3 mots qui contiennent déjà toute la suite. Selon les sources, King Bell reçoit pour sa signature des cadeaux d'une valeur considérable. Il faut que tout soit prêt avant l'arrivée de Nartigal. Les maisons de commerce ont déjà préparé le terrain. 2 jours plus tard, le 14 juillet 1884, Gustave Nartigal débarque. Il ne négocie rien. Il constate, il valide et il hisse le drapeau allemand devant les factories. Le Cameroun vient de devenir, sur le papier, un protectorat du Reich. Et moins d'1 semaine plus tard, un navire britannique entre enfin dans l'estuaire. À son bord, le consul Edward Hyde Hewitt, porteur, enfin, de l'ordre d'annexer la côte pour Londres. Il a 5 jours de retard. L'histoire lui a donné un surnom qu'il portera jusqu'à sa mort. Too late Hewitt. Hewitt, le trop tard. King Bell, à qui les Anglais demandent des comptes, répond en substance ceci. Cela fait 5 ans que je vous demande votre protection. Vous n'avez jamais répondu. J'en ai conclu que l'Angleterre ne voulait pas de nous. Nous vous proposons un accord de protection avec l'Allemagne. Avant de signer, je veux savoir ce qui restera entre les mains de mon peuple. Ce que l'école raconte s'arrête souvent là. Un traité, Douala, le drapeau. Mais pour l'Allemagne, le 12 juillet n'est pas une fin. C'est le début d'une moisson. Il faut maintenant couvrir toute la côte de papier avant que les Anglais et les Français ne reviennent. Alors la mauve se déplace et les signatures s'enchaînent. Le 22 juillet 1884, à l'embouchure de la Sanaga, le consul Nartigal signe avec le roi Malimba Eboué, dit Njambé. 3 semaines plus tard, le 13 août 1884, un second roi Malimba signe à son tour. Passe Ol Mukoka Magnagné. Souvenez-vous de lui, c'est le roi qui avait signé avec la France en avril 1883 et qui attendait depuis. 16 mois de silence de Paris. Selon la tradition Malimba, c'est las d'attendre qu'il finit par signer avec l'Allemagne. Un peuple, 2 rois, 3 traités, 2 puissances, en 16 mois. Et la moisson continue vers le sud, la région de Batanga et de Kribi, où les firmes s'installent, passe elle aussi sous papier allemand dans les mois et les années qui suivent. Les puissances européennes, elles, règlent leurs comptes entre elles. Par-dessus la tête des signataires africains. Le 3 mai 1885, un arrangement avec la Grande-Bretagne fixe les limites. Le 24 décembre 1885, un protocole avec la France efface les prétentions françaises. Le traité de Passe-Hall avec Paris meurt ce jour-là. Définitivement. Et personne n'a demandé son avis à Malimba. Puis vient l'intérieur. À partir de 1889, l'explorateur Eugène Zingraff monte vers les Grassfields et noue une alliance avec le puissant fond de Bali, Galega Ier. En 1894, le baron von Malsen signe avec le roi Mabi Nguiebouri Mimpara du côté de Kribi. La même année, le major Hans Dominique signe un traité d'amitié avec le chef Vouté Ngomtse au bord de la Sanaga. Retenez ce nom de Dominique, les habitués de la chaîne le connaissent. Expédition après expédition, chaque chef rencontré se voit proposer un papier. Combien en tout? L'historien camerounais Kouman Doumbé III, prince de Bonabéry et descendant direct de Lok Priso, a passé sa vie dans les archives allemandes. Sa conclusion, qu'il défend depuis des années, il n'existe pas un traité germano-douala. Il existe, selon lui, environ 95 traités de souveraineté, de paix et de vente signés sur le territoire du futur Cameroun. 95.
Sa liste complète n'a jamais été publiée en ligne et c'est un débat encore ouvert entre historiens. Mais une chose est sûre, le Cameroun n'est pas né d'une signature. Il est né d'une pluie de signatures. Ils emportent le Tanguay. Ce n'est pas seulement une pirogue qu'ils prennent, c'est le symbole de son pouvoir. Doucement, gardez le droit. Tout le monde n'a pas signé. En face de la plage de Kingakwa, de l'autre côté du Wouri, se trouve Hikori Town, aujourd'hui Bonaberi. Son chef s'appelle Koumambapé, que les Européens appellent Lok Priso. Quand on lui présente le traité et les cadeaux qui vont avec, il refuse. Et quand le drapeau allemand monte, il fait passer ce message resté dans les archives dans son anglais de la côte. Je cite: Pull that flag down, no man by we. They want to give us plenty dash, we tell them no. C'est-à-dire, descendez ce drapeau. Personne ne nous a achetés. Ils veulent nous donner beaucoup de cadeaux. Nous leur disons non. Fin de citation. Retenez cette phrase. C'est peut-être la première déclaration de résistance du Cameroun moderne. La réponse de l'Allemagne arrive avant la fin de l'année. En décembre 1884, la marine impériale entre dans le Wouri. Les canonnières de l'escadre de l'amiral Knorr bombardent Hikori Town. Les hommes de Lok Priso se battent. Plusieurs jours de combat, jusqu'au début de janvier 1885. Sa résidence est incendiée et un objet est emporté comme trophée de guerre par le médecin allemand Max Büchner. Le Tanguay, la proue sculptée de sa pirogue royale, symbole de son pouvoir. Retenez aussi cet objet, nous allons le retrouver. 5 mois après la signature du traité, le sang a déjà coulé. La première guerre de la colonisation allemande du Cameroun n'a pas eu lieu contre un ennemi de l'Allemagne. Elle a eu lieu contre un homme qui avait simplement refusé de signer. Et le destin des signataires eux-mêmes mérite qu'on s'y arrête. King Dikam Pondo Akwa, l'un des 2 grands signataires du 12 juillet, finit sa vie brisée par ceux-là même à qui il avait fait confiance. Il porte des plaintes contre les abus de l'administration allemande. Les récits le disent déchu, détenu du côté de Campo. Après 1905, on perd sa trace. Signer n'a protégé personne. Continuez. Cette portion doit être terminée avant la fin de la journée. Nous travaillons depuis le matin sans même savoir quand nous serons payés. Travail. Ce que valaient les papiers. Reprenons les garanties du traité, une par une, et regardons ce qu'elles sont devenues. Le monopole commercial des Douala, les firmes remontent le fleuve et traitent directement avec l'intérieur. C'était précisément le plan. Les coutumes respectées pendant la première période ne dure pas. Dès 1887, notent les sources, l'Allemagne cesse de tenir ses engagements essentiels. En 1905, les rois Douala, dont le roi Akwa, adressent avec 26 chefs une longue plainte au Reichstag, le Parlement allemand, expropriation, travaux forcés sans salaire, arrestation arbitraire, châtiment humiliant. Sans effet durable. Puis vient la trahison finale, celle qui touche à la clause la plus sacrée, la terre. À partir de 1910, l'administration allemande décide d'exproprier les Douala du plateau Jos, le cœur de leur ville, au bord du fleuve. Le plan, y installer les Européens et repousser les habitants vers l'intérieur, contre une indemnisation dérisoire. C'est la violation frontale, écrite, de la clause de 1884. Les terres cultivées et les emplacements des villes resteront la propriété de leurs possesseurs actuels et de leurs successeurs. Un homme se lève alors, et vous le connaissez, Rudolf Douala Mangabel, roi des Bels, le propre petit-fils de ce King Bell qui avait signé le traité. Il ne prend pas les armes, il prend le traité et il le brandit.
Pétition au gouvernement. Pétition au Reichstag. Son secrétaire Adolf Ngosso Dine, envoyé en Allemagne, un avocat berlinois engagé. Et le plus incroyable, c'est qu'il gagne. En mars 1914, le Reichstag gèle les fonds de l'expropriation. Le petit-fils du signataire a battu l'Empire allemand, sur le terrain du droit, avec le papier de son grand-père. La victoire ne dure que quelques semaines. L'administration coloniale fait lever le gel, l'expropriation reprend. Et quand la Première Guerre mondiale éclate, on solde les comptes. Rudolf Douala Mangabell est accusé de haute trahison. Jugé en quelques heures par un tribunal dont aucun compte-rendu n'a survécu. Et pendu à Douala le 8 août 1914, avec Adolf Ngosso Dine. Le même jour, à l'autre bout du pays, l'officier Martin-Paul Samba est fusillé à Ebolowa, et le roi Batanga Madola est fusillé près de Kribi. Le 8 août 1914, le jour où les papiers ont fini de mentir. Alors, que reste-t-il de tout cela? Il reste des noms de rues, et ils ont commencé à changer de camp. En décembre 2022, à Berlin, la place qui portait depuis un siècle le nom de Gustave Nachtigall, l'homme du drapeau, a été débaptisée. Elle s'appelle désormais Place Rudolf Douala Mangabell. Le nom du pendu a remplacé celui du colonisateur, au cœur de la capitale allemande. Il reste un tanguay, la proue royale de Locke-Priso, emportée en 1884, exposée aujourd'hui au musée des 5 continents, à Munich. Sa famille, menée par ce même prince Kouma Ndoumbe III, se bat depuis des décennies pour son retour. En 2019, les discussions ont connu un tournant, puis elles ont buté sur la procédure. À l'heure où nous parlons, le tanguay est toujours à Munich. Il reste, à Douala, des litiges fonciers, où les descendants invoquent encore, aujourd'hui, les clauses de 1884. Et il reste cette leçon, qui dépasse le Cameroun. Ce pays n'est pas né d'une défaite militaire. Il est né d'une pluie de papiers. Des papiers signés de bonne foi par les uns, préparés de longues mains par les autres, et presque tous trahis. Les rois de 1884 n'étaient ni naïfs, ni vendus. Ils étaient des négociants expérimentés, pris dans une course entre 3 empires. Et ils ont défendu leurs conditions, ligne par ligne. Simplement, un contrat ne vaut que si les 2 parties le respectent. Et une seule des 2 avait les canonnières. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de mettre en commentaire la vidéo que vous voulez pour la prochaine fois et de partager cette histoire afin que ceux-là qui se sont battus pour que nous puissions avoir un Cameroun libre ne soient jamais oubliés.